Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde sur la thématique comment capitaliser sur la donnée collaborateur pour accompagner la forte croissance des ESN. Je suis Béatrice Piquer, CMO chez Talentia Software et à mes côtés, j'ai l'honneur d'avoir Jean-Baptiste d'Acuiteo et Isabelle Jamin, Niji. Désolée Isabelle, j'ai fait d'abord monsieur avant madame, mais ça va bien. Du coup, on va passer 45 minutes ensemble sur cette thématique. L'idée, c'est de comprendre en fait les vrais enjeux des ESN aujourd'hui, comment les éditeurs du type Acuiteo et Talentia peuvent accompagner la transformation des ESN et qu'est-ce qui a été mis en place par Niji et pour quels bénéfices. Ce que je te propose, Isabelle, c'est de commencer par toi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Niji ? Oui, alors donc Niji, c'est une ESN, une entreprise de services numériques. On accompagne en fait des clients dans leur transformation au pluriel. Et on a différents métiers qui vont du conseil en amont de toute décision dans ces entreprises clientes, qui passent également par la partie design, d'expérience utilisateur, et des métiers avec des compétences techniques sur la partie développement de logiciels ou expertise réseau. On est donc une ESN de 1000 collaborateurs en France et aussi avec une filiale à Singapour. Et moi, dans cette société, en fait, je suis directrice des programmes chez Niji. Et donc, j'aide les équipes projets clients à passer la ligne d'arrivée en temps et en heure et avec succès. Voilà. Super, bravo. Tu me disais en off que la société avait réalisé en 2020 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas les chiffres à 2021, mais tu dois les avoir. On est à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, on est en croissance très forte. On a une croissance de 20% tous les ans, avec du coup aussi des enjeux de recrutement et de fidélisation de nos talents très importants. Très bien, merci Isabelle. Jean-Baptiste, Acuiteo, belle société lyonnaise. Tu nous en dis plus ? Merci, oui, effectivement, provincial lyonnais, mais comme Niji est à Rennes. C'est vrai. Donc Acuiteo, c'est un éditeur d'ERP dédié aux sociétés de services. Et parmi ces sociétés de services, certaines sont gérées par affaires. Voilà, c'est notre domaine d'activité principal. La notion de mission, d'affaires, de projet est centrale. Et on va s'adresser à plusieurs secteurs d'activité, les bureaux d'études, les cabinets d'architectes, les cabinets d'expertise comptable comme Mazars par exemple. On va retrouver des ESN comme Niji. On va retrouver des éditeurs de logiciels comme Talentia. Voilà, donc c'est vraiment où il y a la prestation intellectuelle qui est au cœur du système. Le scope fonctionnel, pour comprendre ce que l'on fait, on va avoir un scope très opérationnel et commercial avec du CRM en passant par la génération des devis jusqu'à la facturation. Et surtout, la facturation complexe, on le verra dans le cas de Niji, parce que c'est vraiment important, que ce soit du régie, du forfait, de la facturation récurrente, assez présent, parce qu'on cherche beaucoup de récurrents. Tout ce qui est achat, tout ce qui est gestion des collaborateurs, on va en parler, beaucoup, planification, temps passé, toute la partie finance également, jusqu'à la comptabilité, et des modules très particuliers pour certains métiers, comme du ticketing, de la hotline. Voilà, juste pour donner un peu le portrait. Super. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Talentia Software, donc on vous accueille aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Nous sommes un éditeur de suites logicielles, un éditeur, on va dire, international, même si le siège et le cœur de la techno est basé en France. On a comme particularité d'adresser deux pans métiers, le pan RH et le pan finance. Sur la RH, donc ça va être la paye et tout ce qui est digitalisation des processus RH. Et sur la finance, tout ce qui est comptabilité et au-dessus, tout ce qui est gestion de la performance financière. Alors, on a un beau périmètre d'entreprises de taille intermédiaire ici, qui est principalement notre cible, Acuiteo et Talentia. Donc, on adresse les problématiques des entreprises de taille intermédiaire. Et on a comme particularité d'être nous-mêmes une entreprise de taille intermédiaire, puisqu'on pèse à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 400 collaborateurs. Voilà, donc vous avez un beau panel de sociétés de la tech en France. Merci encore Jean-Baptiste et Isabelle d'être avec nous aujourd'hui. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec toi Isabelle. ESN, ça veut dire quoi ESN et qu'est-ce qui caractérise les entreprises du secteur numérique aujourd'hui? Alors ESN, donc, c'est une entreprise de services numériques en fait, et comme on l'a dit en introduction, on accompagne en fait des clients dans leur transformation au pluriel.
Juste ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, chez Niji, on adresse des secteurs d'activité très variés. On adresse également aussi bien des ETI comme des grands groupes et avec des problématiques également nombreuses et variées. On en a parlé tout à l'heure, ça va du conseil jusqu'à des problématiques de cybersécurité. Donc nous, en fait, aujourd'hui, notre enjeu pour répondre à tous ces besoins de nos clients, en fait, c'est d'être capable de mettre en face des équipes pluridisciplinaires, des collaborateurs, des talents qui ont toutes les compétences recherchées pour mener à bien ces projets de transformation pour nos clients. Donc j'allais dire qu'en fait, le plus gros sujet pour une ESN, quelque part, c'est de faire une parfaite adéquation entre ces N compétences, N métiers, face à N problématiques clients. Donc la richesse de l'entreprise Niji, ce sont les collaborateurs. Et donc le vrai sujet, c'est comment capitaliser sur la donnée des collaborateurs. Exactement. Jean-Baptiste, toi et moi, on travaille beaucoup avec les entreprises du secteur numérique, en France comme à l'international d'ailleurs. Quels sont leurs principaux challenges selon toi? Est-ce que tu confirmes ce que dit Isabelle? Est-ce que tu vois d'autres particularités? Alors, il y a un élément qui est caractéristique, comme on travaille sur plein de domaines d'activité, même si la dominante est le service. Ce qui est caractéristique des ESN, c'est en fait, vous les voyez un jour, ils sont 10. Puis vous les rencontrez 6 mois plus tard, ils sont 100. Et puis 3 ans plus tard, ils sont 1000. Enfin voilà, c'est une croissance absolument incroyable parce que lorsque les ESN vont débaucher du monde, débaucher, plutôt constituer des équipes, c'est à coup de 20, 50 équipes de 100 personnes parce que derrière, les enjeux, ils sont énormes, ils sont colossaux. Donc, il faut une task force énorme. Donc, pour moi, c'est le premier enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à embarquer tous ces gens-là, conserver aussi les gens. C'est vraiment un des enjeux qui me semble extrêmement important. Et surtout que l'information, elle soit du début jusqu'à la fin. Si vous savez que vous êtes connecté au commerce, dans le cas, tu es connecté sur Salesforce, par exemple, si vous avez des informations, comme quoi il va y avoir un deal qui va arriver, qu'il va falloir recruter, donc l'info passe au RH, et puis on prépare la machine de guerre. Donc l'enjeu, c'est que la communication soit du début jusqu'à la fin. Voilà, pour moi, c'est les principaux enjeux. Et du coup, ce qu'on voit, c'est ce que tu me disais, Isabelle, c'est un chiffre d'affaires qui a doublé en 4 ans. C'est bien ça, chez Niji. Et donc, du coup, si je répète les enjeux principaux de Niji, c'était 1, recruter et fidéliser les talents. 2, pouvoir accélérer la croissance de l'entreprise, ou en tout cas être plus efficace, plus productif. Et 3, structurer la société et gagner en compétitivité en toutes circonstances. Est-ce que tu confirmes ces challenges? Est-ce que tu Exactement, vois, oui. Je réinsisterai sur un point important aussi, c'est la fidélité en fait de nos talents. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est sous tension en fait, en termes d'emploi léger, en termes d'emploi et de compétences sur ces sujets-là. Et donc, on a un très très fort enjeu aussi à fidéliser nos talents, s'assurer de leur maîtrise sur des champs de compétences spécifiques métiers, s'assurer aussi qu'ils vont acquérir des nouvelles compétences, les compétences dont on va avoir besoin demain, s'assurer qu'ils sont à jour sur leur certification. Ça, c'est notre quotidien chez Niji. Et puis, je réinsisterai sur un deuxième point pour moi qui était accélérer. Ça, c'était un vrai enjeu. Il fallait que Niji soit en capacité d'accélérer et absorber la croissance de l'entreprise. Et on avait fait un constat, en fait. On était, comme beaucoup d'ESN, outillés avec peut-être des outils obsolètes. On essayait de faire nos propres outils, nos propres développements. Et là, on a senti qu'il fallait qu'on arrive à avoir un SI costaud. Isabelle, pourquoi maintenant? Donc, quand je dis maintenant, on est en 2019, de souvenir. Et qu'est-ce qui fait que vous vous dites à un moment donné, non, mais là, la façon dont on procède, ça va plus être possible? Alors, on avait beaucoup d'outils différents et beaucoup de double, voire triple saisies manuelles dans différents outils par des fonctions support qui n'étaient pas forcément ce qu'on appelle data owner ou qui ne maîtrisaient pas complètement la donnée. Et on avait énormément de sources d'erreurs et notre plus gros sujet, en fait, c'était de pouvoir aussi piloter
en temps réel l'activité et avoir un certain niveau de prévision sur ce qu'on disait, qu'est-ce qui va arriver en termes de besoins clients, quelles sont les compétences que les clients vont rechercher demain et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour recruter ou faire évoluer les compétences de nos collaborateurs. Alors, novembre 2019, hein. Oui. On repositionne dans le contexte. Hein. On a signé le contrat en janvier, je crois. Voilà. Bon, chacun se rappelle, janvier 2020, qu'est-ce qui s'est passé après. Donc, voilà, voir loin, ça, t'étais devant. Et du coup, si je répète un peu ce que tu dis, Isabelle, c'est selon toi, des processus qui sont trop manuels, trop répétitifs, qui ne sont pas suffisamment optimisés, donc qui font perdre beaucoup de temps aux équipes, qui font que la donnée peut être aussi perdue. Jean-Baptiste, tu penses que l'ensemble des ESN qui sont en France, entre guillemets, vivent la même chose que Viniji aujourd'hui ? Alors j'ai un exemple, alors qui n'est pas forcément un ESN, mais peu importe, je ne citerai pas de nom. On allait faire un rendez-vous avec Isabelle et on s'est rendu compte que cette société, qui est à peu près la même taille qu'Isabelle, consommait 3 fois plus de personnel pour faire des tâches administratives. 3 fois plus. C'est assez. Vous êtes 20, je crois, et ils étaient 60. Donc là, on voit bien qu'il y a potentiellement de l'efficience. Alors, l'objectif, c'est pas de les remplacer, ces gens-là. L'objectif, c'est plutôt de leur donner de la valeur, qu'ils aillent chercher quelque chose, donne plus de perspective aux associés, à la structure. Voilà. Juste faire une tâche qui peut être faite par une machine, aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'intérêt. Et les tâches administratives, en fait, c'est généralement construit par les développements internes parce qu'on a les sachants, on sait faire. Mais des fois, les sachants sont partis, et puis on n'a pas forcément documenté, et puis ça coûte moins cher frontalement. Mais quelques années plus tard, on peut se retrouver dans un entonnoir où on peut être un peu bloqué, quoi. Pour faire le parallèle, par exemple, avec la partie RH, en fait, c'est permettre à des personnes qui s'occupent du recrutement, à des équipes RH chez Niji ou dans une ESN, de passer plus de temps en entretien avec un talent que à passer du temps à faire un processus administratif, à remplir une promesse d'embauche, un contrat de travail, à savoir quel est le salaire marché, enfin, et ainsi de suite. Donc, en fait, pour nous, ça, c'était primordial, en fait, de faire gagner du temps au métier pour que, justement, en fait, ils passent plus de temps sur les vrais attendus de leur quotidien, de leur mission. Les échecs de recrutement sont principalement liés aux soft skills, entre guillemets, et à la capacité qu'a le candidat à s'adapter à la culture de l'entreprise. Donc, il vaut mieux effectivement que les chargés de recrutement se focalisent sur l'ADN en fait, du collaborateur plus que sur son profil administratif. Et du coup, en 2019, vous lancez le projet Mojo. Oui, tout à fait. Mojo comme la musique. Mojo comme la musique, voilà. Mojo comme la musique de M. Et Mojo, voilà, c'est avoir un pouvoir d'attractivité, en fait, c'est ça, avoir le Mojo. Donc, on avait décidé d'appeler ce projet de refonte de l'IT Niji Mojo. Et effectivement, on l'a lancé en 2019. Alors, on a constitué en fait une équipe projet pluridisciplinaire chez Niji. On avait pris des collaborateurs qui représentaient tous les personnels possibles dans une entreprise. Hein. Donc, ça allait de la chargée de recrutement à la DRH, en passant par quelqu'un qui est comptable, des personnes qui sont delivery managers, des consultants, des chefs de projet, des managers, des traffic managers, des gens qui planifient aussi les ressources et les compétences par rapport aux projets clients vendus. Donc on a constitué en fait cette équipe pluridisciplinaire. On est reparti de l'existant en se disant qu'est-ce qui va pas aujourd'hui dans les process, dans les outils. Et on a imaginé, en fait, on avait vraiment fait pour moi comme du design thinking sur un site web ou une application mobile. On a imaginé, en fait, l'outil de demain en termes de fonctionnalité. L'objectif, c'était quoi concrètement? Alors, l'objectif, en fait, à la base, on a fait le constat qu'il y avait peu d'outils qui étaient adaptés aux métiers ou qui
permettait de pouvoir scaler en fait Niji. Et donc le projet, c'était une refonte, 100% des outils Niji ont été refondus. Et c'est surtout en fait ce que tu me disais, pouvoir capitaliser sur cette donnée collaborateur. Alors, là, voilà, nous l'enjeu en tant que SN, c'était le point de départ, c'était la donnée collaborateur, la mise en place d'un SI RH avec un vrai SI RH. La refonte également, le changement de notre outil de paye, parce qu'il fallait aussi qu'on mette, qu'on soit capable aussi de pouvoir générer 1000 bulletins de paye tous les mois. Donc ça, c'était important pour nous. Et on a décidé également dans ce projet-là de changer notre ERP de gestion et de changer aussi notre outil de comptabilité. Voilà. Donc on a eu. Donc là, vous embarquez tous les métiers Niji, tous les départements Niji, voilà. Exactement. Et vous refaites tous les processus et tous les systèmes d'information de Niji. Gros boulot. Énorme boulot, mais en pleine crise Covid quand même. Donc, non, énorme boulot. Alors honnêtement, ce qui était passionnant, c'est qu'on a décidé chez Niji de ne pas stopper le projet de transformation de Niji. Donc ça, c'était quand même, dans le contexte, c'était pas évident à prendre comme décision par la direction. Mais on a maintenu ce projet-là, on l'a fait en full remote, donc ça nous a pas, on n'a pas eu de problème, donc ça a juste obligé. Parce que je replace le contexte quand même, comme tu disais Jean-Baptiste, 2019, on se prend la crise du Covid, confinement massif. Et vous décidez de continuer le projet quand même coûte que coûte, quoi. On continue le projet coûte que coûte. Je pense que les gens, en fait, je pense que les métiers étaient arrivés à saturation en fait, des process existants et étaient parfaitement conscients de ce qui n'allait plus. Il y avait un vrai besoin et envie de changement aussi pour les différents métiers, pour les collaborateurs. Et on a décidé de faire ça en full remote. Alors ça nous a obligé un peu à repenser nos méthodes d'animation, parce qu'on n'était pas dans une super salle de réunion avec des post-it de tous les côtés, mais ça s'est super bien passé et les gens ont été très investis sur ce projet qui allait leur servir en fait dans leur quotidien. C'est un beau lien collaboratif en période où on n'a pas trop vu les collaborateurs. Donc, c'est un moyen aussi de remettre du sens dans l'organisation et de réimpliquer l'ensemble des départements métiers dans un projet ultra collaboratif. Donc, c'est super. Tu as mis des gens qui étaient pour et d'autres qui avaient un regard différent, qui n'étaient pas contre, mais qui critiquent. Ouais. Ça, je trouve ça super intéressant. Alors, il y avait effectivement dans la constitution du groupe projet, on le sait tous, il y a toujours des gens qui sont promoteurs du changement, et qui n'ont pas de difficulté à modifier leurs habitudes. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et donc on a mixé en fait ces deux profils dans le groupe projet en fait, des gens promoteurs qui sont toujours en mode waouh et des gens qui sont un peu plus prudents, un peu plus critiques et qui ont aussi beaucoup apporté au groupe projet parce qu'ils voyaient des détails que certains ne voyaient pas. Et je pense que même au moment aussi de l'implémentation des outils, des décisions, des recettes, ils ont eu aussi leur part belle dans le groupe projet. C'est sûr. Et alors du coup, vous commencez par vous dire quoi ? Tout ça doit partir par un SIRH. Du coup, quel projet vous envisagez derrière Mojo ? Alors, le projet, déjà, il y avait le point de départ aussi de ce projet-là, et c'était de se dire les métiers décident. Ça, c'est super important. Les métiers décident des outils de demain. Donc, en fait, c'est quelque chose que... C'est les métiers qui ont choisi leur outil. La direction n'est pas intervenue sur le choix d'outils. D'accord. Donc ça, c'était le point de départ. Et le deuxième point de départ, c'était, on va y revenir, mais c'était vraiment la partie SIRH pour avoir une bonne maîtrise de la data autour de nos talents, puisque nous sommes une ESN. Et ça, c'était un point de départ de se dire... il faut qu'on ait en fait un bon choix d'outils en tant que SI, RH et paye intégrée pour pouvoir venir peupler quotidiennement tous les autres outils. Donc aujourd'hui, on y reviendra un peu plus peut-être dans le détail, mais on a ce SI-RH et les informations du SI-RH sont mises à jour quotidiennement par les sachants. On le voit à l'écran, exactement. Pour les gens qui nous suivent à distance. Donc du coup, vous dites il faut qu'il y ait un point d'entrée unique de la donnée.
qui passe par le SIRH, qui rebascule dans la paye et qui ensuite bascule dans la gestion à l'affaire chez Acuiteo. Exactement. Pour après rebasculer dans l'outil ERP Finance de Talentia Software. Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, la donnée maître, le référentiel maître pour une ESN, pour nous, c'était la donnée collaborateur. Cette donnée, elle est dans le référentiel et unique et dans le SIRH paye. Et en fait, on peuple quotidiennement. On a des interfaces qui tournent entre tous nos outils tous les jours. Donc, dans Acuiteo, tous les jours, on sait qui arrive, dans quelle équipe, à quelle date il arrive, quelles compétences ce talent a pour pouvoir le planifier rapidement. On sait également le mettre dans le CRM de nos commerciaux, parce qu'on est aussi sur une ESN, une diversité dans nos approches. On est aussi bien en régie, en mission, régie ou au forfait. Donc il faut qu'on soit également capable de proposer des CV, les CV de nos talents à des besoins clients. Et puis on a également en fait des interfaces avec notre outil comptable pour pouvoir faire toutes nos analyses sur nos axes analytiques. Et on a aussi un dernier sujet sur la partie paye. On gère toutes les acquisitions CP, RTT. Qui redescendent dans les congés acquis, on va appeler ça comme ça, redescendent dans le RP Acuiteo. Et l'inverse est vrai, c'est que tout ce qui est pris dans Acuiteo par nos collaborateurs remonte dans la paye. D'accord. Voilà. Et donc du coup, en novembre 2019, c'est ça, vous lancez le projet Mojo, vous constituez l'équipe. Oui, début 2020, et puis on lance en février. Vous lancez un cahier des charges. Oui, tout à fait. Et alors tu me disais, Jean-Baptiste, que ce cahier des charges, il t'a marqué. Pourquoi ? Alors, c'est la première fois. Alors, effectivement, comme tu le dis, c'est les opérationnels, c'est ceux qui sont sur le terrain qui ont fait le choix. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est... Bon, il y avait 300, 400, 500 questions, peu importe. Alors, déjà, je trouve que c'est intéressant parce qu'au moins, ça grave dans le marbre ce que tu veux. Alors, c'est toujours un instant T, ça peut évoluer. Mais surtout, la manière dont on s'est exprimé. Moi, en tant que delivery manager, je veux que. Moi, en tant que consultant, je veux pouvoir saisir mes temps de cette manière-là. Donc, en fait, tu t'es pas posé la question comment ils allaient réfléchir. Tu leur as demandé et tu l'as exprimé de cette manière-là. Et pour moi, ça change. C'est fait partie des cahiers des charges un peu atypiques. Et c'est un peu une référence que je transmets aux personnes qui veulent faire ce cahier des charges. Et moi, je voulais juste revenir sur un sujet parce qu'on est sur un moment du choix. Au départ, je voulais pas forcément venir. C'est Talentia qui m'a convaincu. Non, pourquoi ? Non, ça c'est hyper important pour tous ceux qui nous écoutent. C'est qu'en fait, on avait l'habitude de s'adresser aux ESN, mais les ESN, généralement, c'était les ESN qui sont plutôt en régie. Donc je comprends, les marges sont beaucoup plus faibles que quand on est au forfait, etc. En fait, ils n'avaient pas les moyens d'investir. Donc, dès qu'il fallait mettre 50, 100 K sur la table, il n'y a plus personne. Donc, voilà, en fait, merci de nous avoir montré aussi du sérieux de la démarche. Parce que nous, comme on s'inscrit sur le long terme, on ne peut pas être à petite semelle et au pas cher, quoi. Ça rime à rien. La gestion, c'est la colonne vertébrale de Niji. Aujourd'hui, on ne va pas changer de colonne vertébrale tous les jours, quoi. Donc ça, c'est merci encore. Voilà, mais c'est sérieux. Donc, j'aime bien dire non parfois. C'est salvateur. Alors du coup, juste pour résumer pour les gens qui nous écoutent, donc tu lances le projet en 2019, vous lancez le projet en 2019, vous constituez une équipe, un cahier des charges qui reprend les besoins de l'ensemble des divisions métiers, et ça c'est fort dans cette démarche collaborative, ce que tu soulignes très bien Jean-Baptiste. Et là vient le choix, la décision au choix, et du coup vous mettez en place une matrice d'analyse. Alors, tu me disais qu'elle était un peu particulière, cette matrice d'analyse, donc je te laisse la présenter. Je pense que, alors, pour être honnête, c'est toujours des projets de transformation interne, c'est toujours des projets où tous les métiers vont travailler ils doivent travailler sur le projet, mais pour autant, ils doivent continuer leur métier au quotidien. Donc en fait, c'était important aussi de prendre du plaisir à se retrouver en full remote et de se marrer aussi un peu. Donc il y avait 2 matrices qui nous ont permis de présélectionner les éditeurs. La première matrice, c'était celle des use cases et des user stories qu'on avait faites et qu'on a envoyées à tous les éditeurs. Et on a regardé en fait si les éditeurs répondaient en standard, parce qu'il y avait 3 colonnes, voilà, en standard, ne le fait pas dans l'outil, peut le faire avec un développement spécifique. Donc on a pris et présélectionné les éditeurs qui répondaient à 80% minimum en standard dans
sur les fonctionnalités attendues, qui avaient ces process en standard dans l'outil sans avoir de développement spécifique. Et après, en fait, on avait fait un certain nombre de critères qui nous paraissaient importants pour nous, ESN et nous, Niji, comme les principales fonctionnalités adhérentes au sein du même outil, l'historisation de la data pour savoir qui a modifié quoi à quel moment, et ainsi de suite. Et on avait fait une échelle de notation un peu particulière, parce qu'on a noté les éditeurs avec un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, une tête de mort, 2 têtes de mort, 3 têtes de mort, ce qui nous a permis, c'était très visuel et très discriminant dans le choix. Et je dois dire qu'à la fin des journées de soutenance, en fait, quand on mettait en commun les grilles d'évaluation de tous les métiers qui avaient assisté et aux démos et aux soutenances des éditeurs, il n'y avait pas d'hésitation sur le choix. Et alors, combien d'acteurs vous analysez et comment vous allez les chercher, ces acteurs? Parce qu'il faut déjà les connaître. Donc, soit vous les connaissez déjà et c'est tant mieux, soit c'est quoi le process derrière pour aller identifier les, je sais pas, 4-5 acteurs sur chacune des briques, ou alors, je crois quoi la démarche en tout, sur la partie SIRH paye et la partie ERP, je pense qu'on a quand même consulté une dizaine de personnes. D'accord. Sur la partie SIRH et paye, alors on a un peu regardé toutes les combinatoires. On a regardé et ERP de gestion dans son ensemble. Donc on a regardé la première combinatoire, c'est l'éditeur qui fait tout. La deuxième combinatoire, c'est la partie SIRH paye ensemble. Et la troisième combinatoire, c'est le meilleur sur du SIRH, le meilleur sur la paye, le meilleur sur la partie ERP de gestion, modélisation par affaire. Ça, c'était important aussi pour nous. On a écrit quand même un certain nombre de choses. Donc, on a fait un benchmark, on a regardé un petit peu toutes les solutions. On a échangé aussi avec les éditeurs. On a fait des pré-démos. On a du coup pré-qualifié, pré-consulté du coup certains éditeurs. Et puis, le choix final, en fait, sur la soutenance, on a pris une décision ultime avec les métiers en se disant... Bon, aujourd'hui, en fait, on va résumer ça en se disant on va prendre le meilleur SIRH paye ensemble, enfin voilà, la meilleure combinatoire SIRH paye. On va prendre le meilleur ERP de gestion qui est capable de suivre une affaire aussi bien en régime mission qu'au forfait. D'accord. Et on va prendre la meilleure outil comptabilité finance pour le suivi de notre budget. Enfin, on a eu combien de cœurs? Si on est tous là, c'est que vous avez eu 3 cœurs, voilà. Mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient 3 cœurs. En fait, au final, il y a combien de cases à cocher dans la matrice? On avait, sur les critères macro, on avait une vingtaine de critères macro. Okay. Donc, on avait des critères fonctionnels, d'accord. On avait des critères autour de la data, de la sécurité des données. Et on avait aussi des critères un peu plus, on va dire, techniques sur les environnements techniques, l'hébergement de données. Donc, vous choisissez Talentia sur la partie paye et intégré au SIRH, donc paye plus digitalisation des processus RH. Acquiteo sur la partie gestion à l'affaire. Et rebelote Talentia sur la partie ERP finance. Dans un premier temps, la comptabilité, et puis à terme, on verra sur la partie conso, budget, planification. D'accord. Je vois à l'écran le timeline du projet, rapide en plus. Non seulement vous commencez en pleine crise Covid, plein confinement, et puis vous dites, allez, deuxième challenge, on va le faire sous 8 mois, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, en fait, on avait... Alors ça, c'était un challenge qu'on s'était fixé avec tout le groupe projet. C'est d'arriver à faire un change complet de tous nos outils en 9 mois. Alors, pourquoi on s'est fixé cette timeline? C'était, je pense, la bonne timeline entre ce qui est raisonnable pour arriver à livrer des nouveaux outils, pour annuler et remplacer des outils, parce qu'on l'a fait en plus en mode Big Bang. C'est-à-dire on a coupé des outils, une semaine après, on rouvrait des nouveaux outils. Mais c'était aussi un gros avantage, c'est que pour moi, vous êtes obligé d'aller à l'essentiel. En fait, c'est la meilleure façon d'opérer un change qui apporte un bon niveau de valeur à tous les collaborateurs, à tous les métiers de Niji.
et sans se perdre dans des détails. Il faut mettre du rythme, quoi. Il faut mettre du rythme tout le temps, et ça, c'était obligé, parce que quand vous dites, bah voilà, là on s'approche, on est à M-3, là on a M-2, là on a M-1, qu'est-ce qu'on fait, bah, ce rythme-là, ça oblige à pas vous... Enfin, à vous poser des bonnes questions, mais ça, on l'avait fait en amont, quand on a fait la rédaction du cahier des charges. Mais ça vous oblige à aller à l'essentiel, à ne pas vous perdre dans du détail et à rester aussi standard sur ce que propose un outil. Ce que tu dis là, c'est important. C'est globalement, enfin, moi, ce que j'ai retenu du projet, bon, j'y étais pas concrètement, mais ce que les équipes et toi m'en avez remonté, et l'équipe Talentia, c'est... Tu dis, OK, idéalement, ça serait ça, le monde merveilleux de l'ERP, sauf que, bon, et c'est quoi dans la vraie vie ce qui marche? Au lieu qu'on ait 50 scénarios possibles, tu nous en délivres 2, 3, et puis on va choisir parmi ces 3-là. Je pense que ça, c'est peut-être le plus important. Il faut faire confiance à l'éditeur, surtout s'il est spécialiste dans son domaine. Il en a vu tellement, et dans le cas tellement complexe qu'il n'a pas forcément une solution, peut-être fois 3 solutions. Donc, c'est important. Exactement. Et je rajouterai un autre truc, c'est qu'en fait, on est obligé de penser différemment. Quand vous allez très vite aussi à l'essentiel, avec le standard existant dans un outil, en fait, vous oubliez très vite sur « mais on fait comme ça aujourd'hui, oh là là, ça va pas, je voudrais qu'on fasse comme on fait aujourd'hui ». En fait, on amène beaucoup plus, pour moi, de rupture dans le système en opérant très vite. Et après, pour pas vous mentir, aujourd'hui, on continue les évolutions en permanence dans ces outils-là. Mais au moins, ce qu'on a livré en première instance correspondait aux prérequis et aux attendus principaux des métiers chez nous. Et alors, du coup, c'est 8 mois de projet. Donc, vous dites 1er janvier 2021, ça rentre, on fait un switch-off de tous les autres systèmes, Mais derrière ça, c'est quand même, c'est la refonte des processus métiers de l'organisation. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué, selon toi, à mettre en place? Ça paraît magique comme ça, et puis moi, on a choisi, ça s'est bien passé, tout le monde a bien travaillé, hyper collaboratif et autres, mais concrètement, ça n'a pas dû être rose tous les jours quand même. Non, alors en fait, on avait un secret de beauté sur ce projet quand même. Non, mais je pense qu'on était animés par une vraie volonté d'y arriver collective. Et il y avait un autre secret de beauté, c'est qu'on était capable de... On nous a délégué un pouvoir d'arbitrage et je pense qu'on l'a complètement pris. C'est-à-dire que si je regardais le nombre de décisions qu'on a remontées à une direction, je pense qu'elles sont de l'ordre de 2 ou 3 sur l'ensemble du projet. Combien de personnes dans le projet au total? On est monté jusqu'à 45 personnes au total de tous les projets. C'est chaud à animer et avoir un consensus. Du coup, il fallait consensus sur les 45. Consensus mais en fait, les consensus arrivaient très très vite. Et moi, je pars du principe que si on a mal, on arrive à trouver des consensus. Ouais. Si on n'arrive pas à trouver de consensus, c'est qu'on avait pas assez vraiment mal. Donc, non, mais je pense qu'il y avait une vraie volonté de changement et un vrai besoin de se redonner de l'air sur beaucoup de sujets. Donc, je pense que ça a fait beaucoup dans la rapidité d'exécution. C'est qu'en séance, quand on avait des alternatives qui se présentaient à nous, on était capable de décider très rapidement. Ça, c'était important. Ok. Et du coup, comment tu l'animes? Parce que c'est toi qui lead ça à l'origine. Je n'étais pas toute seule. Mais à l'origine, c'était nommé chef de projet Mojo. Oui. Comment ça se passe déjà Ça se passe bien. Tu dis, mais parce que c'est pas ton métier à la base. Non, ça c'est pas mon métier du tout à la base. Moi j'étais directrice marketing opérationnelle et digitale dans un grand groupe, un opérateur télécom sur le marché B2B. Donc, moi j'avais l'habitude aussi déjà de gérer des projets de transformation ou d'accompagner des lancements de nouveaux produits. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'anime. Et puis, le fait de travailler avec... Alors, moi, j'ai appris plein de choses au travers de ce projet-là, plein de choses que je ne connaissais pas. Donc, je suis arrivée sur ce projet avec beaucoup d'humilité. Et j'ai découvert des métiers dont je ne soupçonnais pas complètement l'existence. Je soupçonnais encore moins leur quotidien. Et pour moi, c'était en fait faire une refonte d'outils, c'est comme faire une refonte d'outils front, comme on appelle ça, chez des clients. On a utilisé les mêmes méthodologies d'animation.
repenser les parcours, designer des process, se mettre d'accord sur le qui fait quoi, qui doit enchaîner, qui doit initier, qui doit valider, qui doit être informé. Donc on a utilisé les mêmes. Ce que tu dis, ça, c'est ton parcours, il est, tu viens pas de ce monde-là ou indirectement et tu as fait un projet. Enfin, moi, s'il y a un élément qui me semble hyper important, c'est que tu avais, avec le groupe qui a pris ces décisions, de faire le projet, tu avais vraiment envie de le faire. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit quand on a envie, quand on veut, on trouve des solutions, quand on veut pas, on trouve des excuses. Tu n'as fait que trouver des solutions. Tu as toujours été empathique, tu as toujours été positif. Depuis le début, même dès l'avant-vente. Et ça se voit tout de suite. Et ça, forcément, on va les écarcasser, forcément, on va faciliter parce que tu n'es pas à taper sur les équipes, parce que tu es dans une vraie relation partenariale. Et juste ça, je te remercie énormément parce que les équipes ont adoré bosser. Et d'ailleurs, il y a d'autres sujets. Peut-être, vu le timing, on sent qu'il y a un vrai lien qui s'est créé. Il y a un vrai lien, de part et d'autre. Tout à fait. Je voulais juste revenir avant de passer aux bénéfices sur un dernier sujet. C'est qu'on sait que tout ça, ça dépend de l'humain. C'est ce que tu dis. Donc, là, il est déjà flagrant, porté par quelqu'un qui a envie, qui a la dynamique et autres. Et puis derrière, comment toi, tu animes cette communauté de 45 personnes. Tu me parlais d'université, tu me parlais de passage obligé de formation. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, en fait, tous les 45 personnes qui ont contribué, le collectif qui a bossé au quotidien en fait, sur ce projet de refonte de ces outils, c'était nos key users, en fait. Donc, ils ont été aussi très contributifs à la promotion de ce qui se passait dans le groupe projet, à la promotion aussi des décisions qu'on prenait. Ils partageaient aussi dans leur quotidien avec les autres personnes de leur métier. Donc des chats en temps réel entre les gens. On a mis en place aussi des parcours de formation sur des parcours de formation obligatoires. Pour les 45 ou pour tous les collaborateurs? Non, pour les 1000 collaborateurs. Ah oui, pour les 1000 collaborateurs. Et on a fait aussi un accompagnement au changement directement en fait, sur... on a utilisé Teams. On a créé des canaux, les canaux collaborateurs, les canaux managers, les canaux traffic managers, avec des gens aussi qui posent des questions en temps réel et on animait ces canaux et on montrait qu'on était réactif et qu'on était présent sur l'accompagnement. Et la com interne, sujet ultra important. Et la communication interne où on a annoncé en fait les nouveautés, ce qui était fait, pourquoi on l'avait fait et donner du sens en fait. Je pense que ça c'était aussi important. C'est-à-dire que le donner du sens, on le retrouve sur tous nos supports et toutes les communications internes qui ont été faites. On en arrive à la fin de cette table ronde. Franchement, merci beaucoup à vous deux, super enrichissant. Bénéfices. Quel bénéfice clé tu retires de cette transformation fondamentale? Alors moi, je pense que là où on a gagné, c'est sur l'optimisation de nos process et sur la clarté de qui fait quoi, qui est data owner chez Niji, sur l'ensemble des données ou des process. Une meilleure maîtrise de la donnée pour faciliter la prise de décision. Voilà. Je pense qu'en temps et en heure, on connaît les compétences de nos talents. En temps et en heure, on connaît les disponibilités de nos talents. En temps et en heure, on sait qui va arriver avec les compétences sur quel site. On peut anticiper aussi des recrutements avec des besoins clients. On sait parfaitement où on est notre pipe de recrutement. On sait parfaitement où on en est en reconnaissance de chiffre d'affaires à J+4 tous les mois. On sait parfaitement où nous en sommes en facturation. Donc du coup, accélération du processus de recrutement, fidélisation des collaborateurs en interne qui se sentent du coup un peu plus valorisés au travers d'une expérience digitale et qui passent moins de temps à faire des tâches un peu rébarbatives. Plus la formation quand même, l'accompagnement des collaborateurs en fonction de leurs besoins et en fonction de comment l'entreprise peut les faire progresser. Reconnaissance du chiffre d'affaires optimisé aussi plus rapidement. Et puis tu me parlais de la clôture comptable plus rapide aussi. Alors là, on est passé en clôture mensuelle. En fait. Clôture mensuelle sur la partie gestion, clôture mensuelle sur la partie comptabilité. Donc ça, c'est aussi très important de se dire qu'on est capable
de pas regarder 3 semaines après dans un rétroviseur. Tu le vois. On le voit très rapidement et très rapidement peut mettre des plans d'action en place. Et je pense que c'est aussi ça le plus gros gain qu'on ait eu aussi pour Niji. Bravo. Du coup, avant de passer aux questions, allez, un petit quiz à vous deux. Principale chose que tu retiens de ce projet et si c'était à refaire, 2 choses que tu changerais. Alors, la principale chose, passionnant. En fait, moi, s'il y avait un terme sur ce projet-là, c'était passionnant parce que voilà, moi, je pense qu'on a appris, moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que chacun du groupe projet a appris plein de choses aussi sur les métiers des autres, qui étaient en amont, en aval de ces process ou sur la chaîne de valeur chez Niji. Et s'il y avait 2 choses que je referais peut-être différemment, je pense que j'anticiperais encore plus la reprise de données. Voilà, parce que ça, c'était quand même un petit sujet où on l'a anticipé, mais training, faut quasiment l'attaquer dès le départ du projet. Juste même arriver à bien comprendre les modèles de données entre l'outil duquel vous partez vers l'outil vers lequel vous allez migrer vos données, ça c'est un vrai sujet. Et la deuxième chose que je referais différemment, c'est la partie reporting et pilotage. Parce que c'est qu'à la fin du projet, une fois qu'on s'était dit, voilà les nouveaux process, voilà qui doit faire quoi dans les outils, qu'on s'est posé la question du métrique et de la donnée pour les métiers dans leur quotidien. Et je trouve que ça, si c'était à refaire... Vous allez le faire après. C'est fait, là. Ça y est, on a livré hier des belles choses sur la partie rapport et métrique. Donc c'est pour un deuxième webinaire, deuxième table ronde. C'est un deuxième webinaire. Mais je pense que ça, je le referai de manière beaucoup plus systématique dès le premier atelier, à se poser la question de qu'est-ce que tu as besoin pour piloter ton activité ou pour prendre des décisions dans ton quotidien. Super, rendez-vous pris Isabelle pour un prochain webinaire sur les indicateurs de mesure de la performance et la transformation du groupe Niji. Jean-Baptiste, même question pour toi. Qu'est-ce que tu retiens principalement de ce projet et les 2 éléments? Moi, j'ai l'impression juste d'avoir en fait agrandi la société Acuiteo, parce que pour moi, je considère qu'aujourd'hui, on ne peut être que dans les entreprises plateformes où on doit être tous travailler ensemble. Et en fait, grâce à Talentia et grâce à Niji, en fait, aujourd'hui, on a eu tellement de plaisir à bosser ensemble qu'à la fin, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait maintenant ? Et donc, on s'est dit, OK, ça fait depuis longtemps qu'on cherche un intégrateur, allons-y, tu as la connaissance, vous l'utilisez au quotidien, on sait pourquoi est-ce qu'on n'avait pas réussi jusqu'à maintenant, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et le fait d'avoir fait ce projet en plus avec Talentia, au-delà du fait d'être client, ça permet d'avoir... ces instants de partage, j'ai aucun regret. J'ai que des espoirs. Et pour terminer, en fait, nous, tout le partenariat qu'on a bâti ensemble, on ne s'est pas focalisé sur un contrat, des aspects juridiques, etc. On a montré que ça marchait, on va gérer du business pour que ça profite à tout le monde. Et après, on parlera contrat. Voilà. Donc, Merci à vous deux. Donc, un projet fédérateur en interne chez Niji et au sein de la tech avec Acuiteo, Talentia et Niji. On passe aux questions maintenant. Alors, question pour Niji de Thierry. Quels sont les enjeux et comment faites-vous pour garder le contact avec vos collaborateurs en mission chez les clients? Alors là, c'est quand ils sont en remote, du coup. Ouais, en full remote, en fait, il n'y a pas de secret en fait, pour garder le contact. C'est les rituels de contact. C'est-à-dire arriver aussi à normer en fait, des rituels d'échange entre un manager et un talent. Et là, pour ne pas pour rien de vous cacher, on est en train de formaliser, de structurer en fait, des timelines avec des moments clés aussi qui vont permettre de mettre en place des points de contact entre un collaborateur talent et un manager de manière régulière. Toujours Thierry est très curieux. Dans la même veine, en quoi les différents outils mis en place participent aux objectifs vus des collaborateurs? Marque employeur, fidélisation, efficacité. Ouais, alors, celle-là, elle est facile. Ouais, elle est... En tout cas, elle me va bien. Non, mais après, moi, je pense que c'est pareil. Pour un collaborateur, savoir que vous êtes attendu dans une entreprise, je trouve ça
Enfin, quand on parlait aussi de timeline dès le pré-boarding ou du onboarding, avec des moments clés où on va pouvoir échanger avec un collaborateur, ça montre que vous le considérez, ça montre que vous l'attendez. Être conscient de ses compétences métiers, de là où il doit aller, l'aider à grandir, à se développer, à acquérir. L'outil permet aux collaborateurs de mieux se situer dans l'entreprise, exactement. Ses soft skills, ses hard skills, exactement. Son plan de formation, exactement. tous ces sujets, quoi. Se situer. Et puis, je reprends la planification. En fait, on est assez transparent aussi chez Niji. On utilise la planification dans AQTO. Donc, on est capable aussi de planifier en amont des collaborateurs sur des projets. Et donc, ils le voient aussi apparaître dans leurs agendas. Donc, ça permet aussi de montrer qu'il y a aussi une dynamique de proposer des missions variées. Voilà, exactement. Question de Frédéric. En quoi la période Covid a-t-elle freiné ou accéléré le programme ? Alors moi, j'ai pas vu de frein, mais... Ouais, alors il n'y a pas eu de frein. Et je ne l'ai pas accéléré non plus parce qu'en fait, honnêtement, la façon dont on avait imaginé dès le mois de janvier 2020 l'organisation du projet, on a vraiment tenu le rythme. On avait déjà les sessions d'échange, les ateliers étaient déjà planifiés. Pour moi, on en a... Si, ce qui a vraiment changé pour nous, c'était... Nous, on pensait qu'un projet, c'était forcément présentiel. Oui, ça, c'est vrai. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au lieu de passer une journée complète dans des bureaux à La Défense ou ailleurs, faire des sessions de 2 heures, c'est bien... intellectuellement, c'est beaucoup plus facilement assimilable. Mais on peut avoir sur une journée un panel de clients ou un panel d'ateliers différents. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage. Et aujourd'hui, on fait quasiment tous nos projets en full remote. Grâce au projet. Et nous aussi, ça a changé et ça nous a montré aussi qu'on pouvait faire du full remote même avec des clients dans notre quotidien. Ouais. Super. Question de Marilyn. Pourquoi n'avoir pas choisi de développer les solutions en interne ? Alors, gros sujet pour les ESN quand même. Alors, je pense qu'à un moment donné, il y avait une vraie... on voulait rentrer dans des outils industriels, quoi. Ça, c'était un vrai sujet. On a fait ça, je pense que Niji a fait ça pendant pas mal de temps, comme beaucoup de SN, à aller faire des petits quick wins, à développer des mini-outils par-ci, par-là. Mais en fait, ça ne changeait pas le problème de fond, quoi. Plus vous démultipliez des petits outils développés en interne, plus vous démultipliez les saisies manuelles, plus vous démultipliez les problématiques de maintenance d'outils, et de qualité de la donnée. Il y a un peu de tension, non, sur les ressources, les développeurs. Ouais, donc, alors oui, ça c'est un autre bon point de Jean-Baptiste, parce qu'effectivement, et on l'a vu, quand vous prenez et vous essayez de le faire avec des talents internes, il suffit qu'il y ait un projet client qui démarre et là, vous retrouvez à passer après et vous reprenez 6 mois de délai. Donc en fait, c'était pas ce qu'on voulait faire. Voilà, c'était un vrai choix dès le départ. On y a réfléchi, mais on l'a écarté. Question d'Élodie. Puisque vous êtes passé sur des solutions standards, pourquoi avoir réalisé un cahier des charges ? Alors, justement, pour savoir si c'était en standard. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que... C'est un bon point. C'est un bon point. Mais pourquoi ? Parce qu'on a fait beaucoup de démos d'outils avec des éditeurs en avant-vente. Et on fait tous un peu de commerce et de business dans nos entreprises. Et on avait... Les commerçants sont les menteurs. Ah non, alors... non, j'ai pas dit ça. Et on a eu beaucoup de promesses lors des démos. On nous a dit c'est en standard, il n'y a pas de souci. Et quand on a dit qu'on a envoyé la grille d'évaluation avec tous ces use cases hyper détaillés par Personae, et qu'on a dit à tous ces éditeurs qu'on allait on allait annexer cette grille avec les réponses des éditeurs au contrat. Bizarrement, qui se sont envolés. Bizarrement, les grilles ont changé. Et les réponses dans les grilles ont changé. Parce que moi, je l'ai tracé. Donc, c'était très drôle. Donc, c'est une des raisons, c'est de se dire, on fait quand même des grilles parce qu'on veut être sûr qu'on va bien rentrer en standard. Et puis, c'est aussi un moyen de se fédérer, tout un groupe projet, en disant, on est tous d'accord, on est alignés, c'est ça qu'on fait.
C'est pas autre chose. On réinvente pas d'autres sujets dans 2 mois pendant les ateliers. On va accélérer un petit peu parce qu'on est déjà hors timing de 3 minutes. Je prends les 2 dernières questions. Question de Philippe. Les solutions peuvent-elles se déployer à l'international? Celle-ci, facile. Oui, facile. Absolument. Absolument. La technologie n'a pas de frontières. Non. Et puis Voilà. on est présent dans beaucoup de pays dans le monde. Donc pas de contraintes, y compris des clients qu'on vient de signer au Brésil, y compris il y a les. Alors soyez très attentifs quand on parle international. Vous avez des questions de facturation qui arrivent, les facturations dématérialisées qui arrivent 2024, 2025, 2026 en fonction de vos tailles de boîte. Si on vient de signer un client au Brésil, vous connaissez le B2B, vous connaîtrez maintenant le B2G2B, le business to government to business. C'est ça. Donc voilà, il y a Contexte réglementaire à prendre vraiment en compte. Ouais. Dernière question de Pierre. Quels sont les bénéfices d'une gestion administrative intégrée à la paye? Alors ça, on peut y répondre toutes les deux, Isabelle. C'est d'avoir un point central de gestion de l'administration de la donnée collaborateur qui met à jour en un point tous les systèmes RH de la paye jusqu'aux autres modules. C'est assez rare sur le donc marché. ça évite la ressaisie et autres. C'est assez rare sur le marché. Moi qui vois Il y en beaucoup a- d'éditeurs enfin, moi, j'en connais qui pas. passent les deux. Très, très rare. Ouais. Et puis dernière question pour nous deux, toujours de Élodie. Pourquoi un partenariat entre Talentia et AQTO? Bonne question. Alors vous avez choisi en c'était 2011 de mémoire, Ouais. pour vous gérer en interne. Et puis on s'est noué d'amitié avec des équipes commerciales. On a fait des beaux projets ensemble. Et puis c'est Jean-Luc qui est venu nous dire il y a Niji qui Là, est vous n'avez là. pas la partie RH déjà. On n'a pas la partie RH. Et donc en fait on est hyper complémentaires parce que nous on fait la gestion par affaire. Et nous, on n'a pas la spécifique. gestion par affaire. Voilà. Donc en fait, le maillage, il se fait assez naturellement. Dès qu'on parle de conso, dès qu'on parle de élaboration budgétaire hyper pointue, nous, on ne sait pas faire. Donc il faut que le client ait la capacité d'avoir une solution globale. Même, et surtout, ça parle ensemble assez naturellement. Et on s'entend bien, donc c'est... En plus, C'est important. Voilà. Très important. On a fini. Merci beaucoup à tous. Merci. On a un petit peu dépassé de 5 minutes, mais je pense que le sujet était intéressant. On vous retrouve très très vite sur notre chaîne Webikeo. À très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, de les poser sur info@talentia-software.com. Merci beaucoup encore et à très très vite. Merci Isabelle, merci Jean-Baptiste. Merci. Et à très vite. Merci à tous. Belle suite de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.